Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h. Si vous nous suivez en direct sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque soir en direct et en replay, plutôt sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les premières grandes banques américaines qui publient leurs résultats du deuxième trimestre. Nous parlons de JP Morgan, de Citigroup ou encore de Wells Fargo. Vous aurez le détail des chiffres et des réactions de marché dans un instant. Des petites déceptions ici et là, une franche déception pour Wells Fargo. En revanche, les résultats de JP Morgan ou de Citigroup sont plutôt bons. On parle d'un trimestre record en termes de résultats nets pour JP Morgan, même si ici et là, sur quelques métriques spécifiques au secteur bancaire, on peut avoir des déceptions qui expliquent la baisse des cours de bourse. Mais là encore, le détail dans un instant avec Pauline Grattel. Ces publications d'entreprises qui commencent aujourd'hui alors que le marché est de plus en plus rassuré sur l'idée de prochaines baisses de taux en provenance de la Réserve fédérale américaine. Les dernières statistiques en provenance du marché du travail, les enquêtes de conjoncture ou encore le dernier rapport sur l'inflation américaine publié hier pour le mois de juin valide l'idée d'une première baisse de taux de la Fed en septembre prochain. On a vu d'ailleurs que la publication de l'inflation américaine hier, qui a conforté cette idée dans le marché d'une baisse de taux en septembre, a également eu des impacts très importants sur le marché action, avec un phénomène de rotation d'une ampleur qu'on n'avait pas vu depuis plusieurs années maintenant, et une surperformance des petites et moyennes capitalisations boursières américaines, notamment par rapport à un indice vedette comme le Nasdaq, et un écart sur la séance qu'on n'avait pas observé dans cette ampleur-là depuis l'annonce des vaccins anti-Covid en novembre 2020. Est-ce le début d'une grande rotation qui verrait peut-être les actifs vedettes, la tech américaine, le Nasdaq, être délaissés au profit de toute cette partie du marché qui n'a rien fait depuis des mois et des trimestres maintenant? C'est une des questions clés qu'on posera à nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme une fois par mois, nous faisons un point sur l'actualité de l'industrie ETF avec l'observatoire d'ETF et l'observatoire ETF des équipes de Yomoni. Nous ferons le point sur les flux, les nouvelles tendances et les nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché de la gestion passive ces dernières semaines avec Olivier Malteste, directeur des investissements de Yomoni, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Grattel nous accompagne pour faire un point sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Du vert pour finir la semaine, l'ensemble des marchés européens, actions notamment, est en hausse aujourd'hui. Oui, les bourses sont tirées par l'optimisme des investisseurs sur une potentielle baisse des taux directeurs américains en septembre. La bourse de Paris gagne 1% aujourd'hui, tirée par le rebond des valeurs du luxe notamment. Kering, Hermès et LVMH sont en hausse au sein du CAC 40. Côté obligataire, les rendements des obligations à 10 ans françaises et allemandes sont stables. Le spread l'est aussi, autour de 65 points de base. D'ailleurs, sur le marché des taux, l'AFT compte émettre jusqu'à 14 milliards d'euros d'obligations assimilables au Trésor lors de son adjudication du 18 juillet prochain. Du côté des entreprises, je le disais en introduction, 3 grandes banques américaines ont publié leurs résultats, à commencer par JP Morgan. Oui, JP Morgan fait état de bénéfices en hausse au titre du deuxième trimestre à plus de 18 milliards de dollars sur la période, portée par la hausse des frais bancaires. À noter aussi, les honoraires de JP Morgan ont augmenté de 50%, là où les analystes attendaient une hausse plus mesurée de 25 à 30%. Le titre ouvre malgré tout en repli de 1% à Wall Street. Parmi les publications des banques américaines, celle de Citigroup également. Oui, Citigroup qui fait état d'un profit en hausse au deuxième trimestre, porté par la banque d'investissement, et d'un bénéfice net en hausse de 10% à plus de 3 milliards de dollars sur la période. La stratégie de rationaliser les coûts est attribuée à ce succès selon Citigroup. Pourtant, le titre recule de plus de 2%. Et puis Wells Fargo qui connaît un début de séance plus difficile encore que Citigroup et JP Morgan. Oui, Wells Fargo
scénario déçoit les investisseurs. Le titre lâche plus de 6% dès l'ouverture. Le groupe fait état d'un recul de son bénéfice net au deuxième trimestre. Le revenu net est en baisse de 9% et c'est en dessous des attentes des analystes. Du côté de la macro, le marché reste quand même sur la publication hier du rapport mensuel de l'inflation américaine pour le mois de juin et la publication aujourd'hui des prix à la production industrielle américaine pour le mois de juin ne remet pas en cause l'idée de baisse de taux en septembre, malgré une petite surprise à la hausse sur cet indicateur. Oui, les prix à la production industrielle ressortent en hausse de 0,2% sur un mois en juin, après avoir stagné le mois dernier. Les analystes tablaient sur une hausse légèrement inférieure à 0,1%. Les prix à la production industrielle en version cœur ressortent en hausse de 0,4% sur un mois en juin. Les estimations étaient de 0,2%. Un mot de l'agenda et des faits qui marqueront la semaine prochaine sur les marchés, Pauline. La semaine prochaine sera ponctuée de plusieurs rendez-vous macro. Les investisseurs attendent notamment l'estimation finale de l'inflation en zone euro pour le mois de juin et la décision monétaire de la Banque centrale européenne. Et puis la séquence micro va continuer de monter en puissance sur les prochaines semaines, avec notamment les résultats de Bank of America, Morgan Stanley, Johnson & Johnson ou encore Netflix aux États-Unis. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nourane Charer est avec nous, directeur de la gestion de Mansartis. Bonsoir Nourane. Bonsoir Grégoire. Christian Parizeau nous accompagne également, économiste et président d'Altair Economics. Bonsoir Christian. Bonsoir. Et Nicolas Gottsman également autour de cette table. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie macro à la financière de la Cité. Le game changer du moment, c'est ce qui s'est passé hier sur le marché américain. Dans le sillage de la publication du dernier rapport sur l'inflation aux États-Unis pour le mois de juin. Sur la partie macro, Nicolas, est-ce que tous les obstacles sont levés ou est-ce qu'il y a encore, d'ici le 18 septembre prochain, date de la réunion décisive attendue par le marché en tant que tel de la Réserve fédérale américaine, est-ce qu'il peut y avoir encore des obstacles pour une baisse de taux ? Non, je pense pas trop. Je pense par contre que c'est vraiment les chiffres de l'emploi de vendredi dernier qui ont modifié la trajectoire de ce qui se passe, parce que quand on regarde le FOMC, enfin donc la réunion de la Fed du mois de juin, en fait, il avait été indiqué par Jérôme Powell que s'il se passait quelque chose du côté de l'emploi, ils auraient une réaction qui serait différente de celle qui était annoncée. Et quand on voit les attentes du FOMC sur le niveau de chômage d'ici la fin de l'année aux États-Unis, la prévision c'était 4%. Or, le chiffre qui a été publié vendredi, c'était 4,1%, donc on est déjà à 4,1%, donc il est peu probable qu'on arrive à 4% à la fin de l'année. Donc là, on a une modification assez substantielle de la dynamique. Et en fait, quand on regarde justement à l'intérieur des chiffres qui ont été publiés, même si le chiffre facialement est plutôt pas mauvais, donc quand on regarde les chiffres de l'emploi privé, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un mois avant, le rythme de création de l'emploi privé, en moyenne 3 mois, il était à 206 000, c'est-à-dire quasiment 30% au-dessus de sa moyenne qu'on avait sur une bonne période, c'est-à-dire 2018-2019, qui est la période de plein emploi. Donc on était 30% au-dessus, donc c'était parfait, et donc il n'y avait pas d'inquiétude particulière à avoir. Sauf qu'on a eu des révisions des chiffres sur les mois précédents, et le chiffre, là maintenant qu'on a pour le mois de juin, c'est 146 000, donc on est 15% en dessous. Donc là, on a une dynamique de destruction potentielle, et de hausse du taux de chômage qui est vraiment avérée. Et donc, on a le risque de faire déraper le soft landing, et ce qui enclenche effectivement une réaction assez différente de la part de la Fed, d'où le ton un peu différent de Jérôme Powell cette semaine. L'inflation n'est plus le problème unique de l'économie américaine. Alors ça, c'est clairement ce qu'il a dit. C'est clairement ce qu'il a dit, et on voit qu'il y a une inflexion du discours. Je pense que ces chiffres-là, en fait, à mon sens, devraient même les pousser à agir dès le mois de juillet. Malheureusement, il est très probable qu'ils ont besoin de communiquer en avance, et que si on n'a pas de discours vraiment d'inflexion, là maintenant, dans les prochains jours, qui permettrait de communiquer avant au marché, on doit agir avant, parce qu'on va avoir suffisamment de publication des chiffres de l'emploi pour faire déraper les choses d'ici le mois de septembre aussi. Je pense qu'ils ont vraiment très envie d'éviter ce genre de scénario. Le problème, c'est que quand ça commence à déraper, ça peut déraper assez vite. Et donc, il faut agir rapidement dans ces conditions-là. Je pense malgré tout qu'il y a plus de chances qu'ils commencent à l'annoncer. Donc, la réunion du mois de juillet serve à annoncer effectivement qu'on va avoir une baisse à partir du mois de septembre.
Par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est que puisque le 4% qui était anticipé préalablement pour la fin de l'année en taux de chômage va être modifié, il est aussi probable qu'on aura une modification des attentes de baisse de taux pour la fin de l'année aussi. Et la dernière fois qu'ils avaient... La dernière fois, c'était... Donc on peut en remettre une troisième. Je pense que oui. Si je regarde la prévision décembre 2023, c'était 4,1 de taux de chômage qui était anticipé et on avait 3 baisses de taux qui étaient anticipées. D'accord. Donc il est probable qu'on ait aussi encore un retour à 3 baisses de taux, 2 ou 3, me paraîtrait C'est dommage, pour une question un peu technique de calendrier, vous dites, alors que le timing plaide plutôt pour y aller maintenant, la réunion du 30-31 juillet semble trop proche pour pouvoir s'y préparer. Maintenant, les chiffres... C'est dommage. Ils vont être behind the curve, alors qu'ils ont quand même une occasion, là, dans 15 jours, de peut-être d'y aller. Ensuite, il faut voir ce qu'ils font maintenant. Est-ce qu'ils arrivent à se convaincre aussi les uns et les autres, parce qu'ils doivent discuter là maintenant? Est-ce qu'on peut y aller ou pas? Et de voir si... Ils ne sont pas tous d'accord, c'est clair. Il y a des grosses tensions. Powell, par contre, je pense qu'il est vraiment dans sa logique. Et lui, il veut pas être Volcker. Il veut pas être celui qui va coller un niveau de chômage élevé. Et il veut absolument arriver au soft landing. Et là, en fait, on est au point de rupture. Et s'ils le font pas en juillet, est-ce que entamer en septembre, si jamais effectivement la Fed est un peu behind the curve, c'est rattrapable à 2 mois près, on peut rattraper s'il s'avère, et l'histoire nous le dira effectivement ultérieurement, mais s'il s'avère que la Fed est un peu en retard aujourd'hui, ça peut quand même encore se rattraper en septembre. C'est tout le problème, c'est qu'à partir du moment où ça commence à déraper, ça peut déraper rapidement, et donc ça peut donner un profil de baisse de taux qui soit très différent, mais ça voudrait dire que le soft landing est raté, et donc le tout c'est d'agir avant. Et voilà, donc c'est compliqué. Est-ce que la Fed est behind the curve ou pas aujourd'hui? Est-ce qu'elle est déjà en retard par rapport à ce que l'activité économique envoie comme signaux? Alors je le redis, c'est la petite anecdote, et d'ailleurs je remercie les économistes que j'ai vus cette semaine qui m'ont rappelé que... Alors c'était un des indicateurs privilégiés par Alan Greenspan à l'époque pour mesurer... Oui, mais les sous-vêtements masculins. Et donc le prix des sous-vêtements masculins baisse de plus de 1% sur un mois. C'est la première fois qu'on voit ça dans ce cycle. C'est anecdotique, mais ça montre bien quand même qu'il y a quand même une diffusion de la désinflation un peu partout, sur le marché du travail. Dès qu'on creuse un peu, on voit bien qu'on n'est plus dans la situation de surchauffe ou de forte tension entre l'offre et la demande qu'on a pu observer ces dernières années. Et c'est vrai qu'on se dit, pourquoi maintenir un niveau de restriction monétaire tel qu'il est aujourd'hui encore pendant 2 mois? Oui, alors on peut dire ça. Oui, mais j'ai choisi mon camp. Hein, attention quand même, parce que moi j'ai plutôt l'image d'un marché du travail figé en ce moment. Ouais. Les entreprises ne licencient pas et on voit que les inscriptions au chômage restent très bas, mais n'embauchent plus. Donc on est un peu dans un marché un peu figé. Alors c'est vrai qu'il y a la croissance de la population active qui fait que mécaniquement on a le taux de chômage qui monte. Donc le statu quo n'est pas neutre sur le taux de chômage. Et deuxième chose, on voit quand même les salaires véritablement décélérés. Et donc on est très très loin des craintes qu'on avait il y a encore quelques mois de tension salariale. Alors juste un petit mot quand même. Attention parce que Powell est une colombe. Et beaucoup plus que l'ensemble du FOMC. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à s'en convaincre quand on lit le discours introductif qu'il a lu devant le Congrès. C'était un discours beaucoup plus marqué, beaucoup plus fort. Alors je sais, il a été écrit lors du dernier FOMC, donc on n'a pas eu encore les statistiques de l'emploi, mais on voit que par exemple le FOMC, le consensus qui a écrit ce discours introductif, disait le marché du travail est solide. Et Powell, après, durant l'audition, il a dit le marché du travail donne des faiblesses, des signes de faiblesse. Donc il y a un petit écart. Et il y a Jérôme Powell qui parle au nom du FOMC, quand il y a son discours, Jérôme Powell en tant que président et membre du FOMC qui donne son avis et son orientation face à la représentation et juste américaine. Pour montrer qu'ils ne sont pas d'accord, il y a Madame Daly qui a parlé hier et qui n'a pas du tout signé un signal favorable. Il a dit on n'y voit pas encore clair, il va falloir être prudent. Donc elle n'a pas du tout donné un signal à court terme en disant on va baisser les taux. Mais après, sur le fond, moi je suis convaincu qu'ils vont baisser en septembre. Je ne dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire juste, c'est que moi je trouve que les derniers comptes rendus qu'on a pu lire, les derniers paroles qu'ont dit les différents membres du FOMC, il y a des écarts énormes. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a vraiment des dissensions, ils n'ont pas du tout la même analyse. Certains sont vraiment ultra prudents, alors on dirait presque qu'ils sont presque allemands, tellement ils sont prudents. On va dire qu'ils ont une tonalité vraiment à dire, il faut attendre, il faut qu'on aille plus de signaux, il faut qu'on aille... Limite, ça serait peut-être bien qu'on voie un peu une vraie dégradation du marché du travail avant qu'on bouge, et puis il y a d'autres qui sont beaucoup plus colombes et beaucoup prêts à... Et ça, c'est les présidents des banques régionales, Christian, chacun... Alors je ne vais pas dire, évidemment, de ce point de vue-là, il y a... Il y a au niveau du board. Il y a des dissensions
au niveau du board. Et justement, ça, c'est nouveau. Parce qu'habituellement, le board, les membres permanents qui font partie de la Fed, le directeur de la Fed, parlaient d'une seule et même voix par rapport notamment au président de la Fed jusqu'à présent. Et là, il y a des divergences assez importantes. Donc, après, encore une fois, c'est 2 membres, donc il n'y en a pas 36 000, mais ils ont des discours un peu plus durs. Donc, moi, je dirais, sur le fond, ça ne changera rien sur le timing. Sur le fond, ça envoie un message quand même au marché qu'ils ont réussi à combattre l'inflation sans avoir une récession. Donc, c'est l'idée, finalement, ça valide le scénario que joue le marché depuis le début de l'année, un peu le scénario boucle d'or, c'est-à-dire ralentissement sans récession et le marché est cher, mais on va redonner du boost à la valorisation du marché grâce à la baisse des taux. Donc ce message-là, il est pour l'instant validé implicitement par la Banque centrale. Alors après, qui baisse en juillet, qui baisse en septembre, entre-temps, on a eu quelques statistiques d'emploi. Si le marché de l'emploi se retourne, ça renforcera forcément septembre. Mais ça peut même ouvrir la porte à une baisse de taux de 50 points de base. Si nécessaire, j'en sais rien. Si nécessaire, mais alors il faudrait vraiment faire un discours très très noir. Alors après, mais comme disait Nicolas, dès que le taux de chômage commence à tiquer un peu à la hausse, on sait que ça peut aller vite et fort, quoi. Je suis d'accord, mais d'une part, il est historiquement bas encore, et d'autre part, on ne voit pas les jobless claims rebondir. Si vous me triplez de jobless claims durant le mois d'août... Si on a 300 000 d'inscriptions de demandeurs au chômage, d'accord. Là, je suis d'accord. Okay. Je signerai. Okay. Mais faut vraiment... Parce que là, pour l'instant, c'est un marché du travail bloqué. C'est-à-dire que les gens ne perdent pas leur emploi. Ils n'en trouvent plus, mais ils n'en perdent pas. Donc, et on voit que les gens, d'ailleurs, les Américains ne démissionnent plus. C'est quand même un signal très fort. Oui. Donc, voilà. Ces ratios-là sont normalisés, ils sont revenus. Les derniers chiffres d'emploi n'étaient pas bons. Je rejoins ce qui a été dit, parce que quand on regarde les créations d'emplois, c'était seulement dans le secteur gouvernemental. Donc, c'était pas de l'emploi privé. Et donc, il n'était pas bon. Les derniers chiffres étaient vraiment pas bons. Donc, on peut pas dire que tout va bien. Je dis pas ça. Mais pour qu'ils paniquent et pour qu'ils baissent beaucoup plus, il faudrait vraiment qu'on ait des signaux un peu plus forts. Nourhan, sur ces considérations de politique monétaire, la baisse de taux attendue de la Fed qui semble cette fois prendre forme pour septembre, et ce que ça implique pour le marché. À ce titre, la séance d'hier était quand même particulièrement éclairante. Non, mais avec une rotation du Nasdaq vers les small caps qu'on n'a pas vu dans cette ampleur, comme je le disais, depuis l'annonce du vaccin en novembre 2020, sur une journée, je ne sais plus si c'était le 9 ou le 10 novembre, mais qui avait été une journée, pareil, de rotation historique. Oui. Il s'est passé quelque chose, quand même. Il s'est passé quelque chose. Bon, la première question, c'est effectivement, par rapport à ces anticipations de politique monétaire, quelles sont les directions de marché qu'il faut prendre ? La première réponse est de dire, effectivement, et là je rejoins ce qu'a dit Christian, c'est que finalement, quel que soit le timing, et j'allais dire, peu importe presque la fréquence, on a quelques certitudes aujourd'hui, ou en tout cas, si tant est bien qu'on peut en avoir en finance et en économie, mais qu'on n'a pas eu d'erreur de politique monétaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, globalement, on voit bien que le ralentissement de croissance anticipée arrive enfin. Donc, c'était plutôt la situation presque de surchauffe un peu aux États-Unis qu'on avait eu au premier trimestre, qui était plutôt intrigante, dans un environnement où on était en restriction monétaire. Donc, aujourd'hui, en fait, pas d'erreur de politique monétaire. Le sens va dans une sens de baisse des taux. On se posait quand même la question au premier trimestre si on n'allait pas plutôt avoir une hausse des taux. Aujourd'hui, on connaît le quelques-uns se posaient la question. On connaît le mouvement. Il n'y a pas d'erreur de politique monétaire. On est en ralentissement économique, mais on a quand même une dynamique d'activité qui reste excellente. Aux États-Unis, on est quand même au-dessus de la croissance potentielle. On a effectivement des ralentissements, un marché du travail qui se tend, des indicateurs économiques qui commencent à ralentir. Mais il ne faut pas oublier que c'est un ralentissement qui est piloté, souhaité, voulu et qui va engendrer effectivement... Oui, la question, est-ce qu'on est encore dans cette idée-là ou est-ce qu'on est déjà dans un risque de basculer dans une dégradation notamment du marché du travail qui serait moins souhaitée, moins souhaitable et plus inattendue du point de vue de la Fed? Alors on peut toujours anticiper le pire, mais aujourd'hui c'est pas ce que nous indiquent les indicateurs. Globalement, on n'anticipe pas des récessions à la lecture des indicateurs économiques ou à la lecture du marché du travail. Donc ça, c'est la première chose. Et en général et historiquement, en dehors des crises financières, les marchés actions ont plutôt été très booming, très porteurs dans un environnement de baisse des taux. Et on l'a toujours dit, si la dynamique de croissance est forte, il ne faut pas aller contre la Fed qui reste en fait des mouvements relativement importants. Et c'est la le rotation sens du marché depuis... Alors je vais y venir parce que c'est plus compliqué de répondre à cette question. Et c'est le sens du marché depuis un an et demi. On voit bien qu'on a décalé le nombre de baisses, le timing de baisse, etc. La dynamique sous-jacente est restée bonne. Bon.
Sur la rotation qu'on a eue hier, alors moi j'ai du mal à analyser les Le Nasdaq perd 2%, ouais. Les 7 magnifiques perdent 4 ou 4,5%, et le Russell 2000 qui était à 0 depuis le début de l'année fait plus 3 quasiment, ou 3,5 sur la séance. Et ça continue, ce mouvement-là, ce trade-là continue aujourd'hui. Ok, ce que je peux répondre sur je peux tenter d'apporter une réponse qui n'est pas vraiment une réponse, c'est de dire autant les marchés peuvent être rationnels à moyen, long terme, autant on peut avoir un peu d'irrationalité sur du très court terme. Et dans un marché, normalement, effectivement, avec des niveaux d'inflation qui baissent plus fortement et une anticipation de baisse des taux, on n'aurait pas imaginé avoir effectivement un Nasdaq qui baisse fortement. Le marché va toujours là où ça fait mal. Hein. Oui, alors après, donc moi je pense que c'est provisoire, temporaire en tout cas. Du côté des petites valeurs, ça répond peut-être plus à une logique rationnelle que je ne valide pas, c'est-à-dire effectivement on anticipe une baisse des taux, donc les petites capitalisations qui avaient des niveaux de taux d'intérêt qui s'endettaient à des... sur une période de... Il y a un soulagement financier. Il y a un soulagement financier, mais je ne valide pas cette rotation ou ce retour sur les small caps parce que... l'activité ralentit. Alors, il y a l'activité qui ralentit et c'est surtout que les taux ne baissent pas fortement. Ouais. C'est-à-dire les taux réels, de toute façon, aujourd'hui, restent sur des niveaux élevés. Et même si on a une baisse de 25 points de base des taux américains, de toute façon, en taux réel, globalement, on restera sur les mêmes niveaux. Donc, vous n'avez pas envie de vous engouffrer dans ce trade-là aujourd'hui ? Non, parce que alors il faut regarder les fondamentaux. Je veux dire, là aujourd'hui, le marché réagit en termes de performance. On va rechercher ce qui n'a pas bien marché, etc. Mais c'est pas ça qui drive un marché à moyen long terme. Et ce qu'il faut regarder, c'est les fondamentaux. En termes de croissance des résultats sur les small caps, que ce soit en chiffre d'affaires ou en résultats, c'est stable par rapport à l'année dernière. Donc il n'y a pas d'amélioration par rapport, chose qu'on peut voir plutôt dans les large caps. Il n'y a pas d'amélioration des fondamentaux. Il n'y a pas d'amélioration du bilan, puisque effectivement on n'a pas une baisse très très forte des taux et le bilan continue à être fragilisé. Donc non, effectivement, on ne valide pas du tout ce retour sur les small caps. Comment vous regardez, Nicolas, le calendrier, même le pricing des baisses de taux au-delà des 2-3 premières de 2024, à savoir celles qui sont dans le marché pour 2025 C'est le casse-tête. Parce que sur la publication de l'inflation, les probabilités de baisse de taux en 2025 augmentent également. Tout le monde a en tête que quand même la probabilité politique la plus importante, c'est d'avoir une vague Trump le 5 novembre. Malgré ça, le marché continue de penser qu'il y aura des baisses régulières, 4 au moins en 2025, après les 2,5 peut-être de 2024. De toute façon, ce sujet-là, maintenant, c'est la grande question. C'est que maintenant, on va déclencher le cycle de baisse des taux. La question maintenant, c'est de savoir pour aller où. Et cette question-là, je pense qu'ils vont commencer à essayer d'apporter une réponse lors de la réunion de Jackson Hole pour commencer à parler de ça. Je pense qu'ils vont également, Powell a aussi annoncé que la revue de politique monétaire allait être lancée finalement en fin d'année et pas en milieu d'année, et que la question du R-star, donc le taux d'intérêt naturel, donc le taux terminal en gros, cette question-là sera évoquée, je pense, sérieusement lors de cette revue. Et c'est la question maintenant, c'est de savoir exactement où est ce niveau-là. Je pense qu'il y a quelques gouverneurs qui ont commencé à... C'est marrant parce qu'il y a une différence de traitement de cette question-là entre l'Europe et les États-Unis. Les États-Unis me semblent très prudents, c'est de savoir, en gros, peut-être que ça a monté un peu, mais en fait, on n'est pas si sûr que ça. En Europe, ils ont l'air d'être persuadés que, par contre, le R-star est monté très fort, et donc ça justifie d'avoir des taux d'intérêt très élevés. Aux États-Unis, ils sont beaucoup moins sûrs de cette question. Je pense que les arguments qui ont été développés, notamment par Chris Waller, donc qui est on va dire maintenant la tête plus ou moins intellectuelle de la Fed aujourd'hui, sont intéressants. Il remet pas mal en cause, justement, tous les éléments qui avaient été apportés sur les causes de baisse du R-star au cours de ces dernières décennies, savoir les questions démographiques et ce genre de choses, en disant, oui, peut-être que les taux d'intérêt de la dette d'État ont baissé fortement, mais quand je regarde le rendement du capital, en fait, on constate pas de baisse. Et s'il n'y a pas de baisse, s'il y a une baisse sur l'un et sur l'autre, c'est qu'il y a un facteur déterminant, différent, mais que normalement la démographie et la baisse de productivité auraient dû avoir un impact sur le retour du capital. Ce n'est pas été le cas. Et donc lui a plutôt une vision budgétaire, une lecture budgétaire de la situation, en disant que voilà, si
le gouvernement américain émet de plus en plus de dettes, on pourrait avoir un risque d'avoir effectivement une rupture entre l'offre et la demande de dettes aux États-Unis qui ferait monter le R-star. Mais si on a une accalmie de ce côté-là, je pense que c'est aussi un message de la Fed au gouvernement pour dire, en gros, ça serait peut-être bien de ne pas avoir 7% de déficit tous les ans. Ça ne va pas nous arranger. Et en tout cas, si vous voulez des taux bas, ce n'est pas la bonne direction à prendre. Oui, donc ça veut dire que dans son esprit, Chris Waller, la conduite et l'orientation donnée à la politique budgétaire, fiscale, tarifaire à partir du 5 novembre sera un élément clé, effectivement, oui, absolument. Oui. De l'appréciation et de la fonction de réaction de la Fed pour la suite. Quoi. C'est un message aux deux administrations potentielles et peut-être encore plus adressé pour Trump, parce que Waller a été nommé par Trump. Waller fait partie des gens qui pourraient être nommés pour prendre la tête de Powell en 2026 si jamais... Trump ne le reconduisait pas. Trump ne le reconduisait pas. Et donc oui, il a un rôle important. Il a été décisif sur les 2 dernières années. Et donc il a effectivement maintenant, il est une figure qui est crédible pour pouvoir prendre le relais. Et donc je pense qu'il a un message effectivement aux autorités budgétaires qui est assez clair. Ensuite, il ne s'agit pas de faire comme les Européens, à vouloir baisser absolument le budget de façon dramatique, mais au moins de revenir à un niveau qui soit conforme à niveau de la croissance nominale, ce qui n'est pas un effort surhumain aux États-Unis. La croissance nominale doit être à 5% encore aujourd'hui. 5% de déficit, ça me semble être pas tout à fait inatteignable. Oui, il n'y a pas d'urgence. Il faudra apporter un peu de gage, de crédibilité sur la trajectoire à un moment. Oui, ça permet. Si vous avez 5% de déficit et 5% de croissance nominale, vous arrivez à stabiliser votre dette. Donc, tout va bien. Et c'est plus évident que ce soit une administration ou une autre. Enfin, je veux dire, une administration Trump avec une plateforme quand même qui a été beaucoup plus détaillée qu'en 2016, ça peut permettre d'apporter ces garanties-là, ou on est hors des clous tout de suite et c'est ensuite le match. Le match marché-Washington, quoi. Ouais, il y a un enjeu pour la Fed qui a été largement décrit la semaine dernière par Yann Attius de Goldman Sachs à Sintra, en indiquant justement que la hausse des tarifs qui était prévue par l'administration Trump pourrait avoir un impact finalement assez réduit sur la croissance américaine, mais par contre un impact assez fort sur l'inflation sur les prix aux États-Unis. Bien sûr. Par contre, pour la zone euro, c'est la situation inverse, c'est-à-dire que ça aura un impact assez faible sur le niveau d'inflation. Par contre, ça peut en avoir un impact assez lourd sur la croissance européenne, et en gros, dégommer l'intégralité de la croissance européenne prévue pour 2025. D'accord. Oui, donc c'est schéma inverse, quoi. Enfin, c'est absolument. Pour, et donc, ça implique des réactions différentes de la part des deux banques centrales, et une différence assez intéressante à voir. Après, ça serait ce change qui stabiliserait les choses. À voir. Mais ça, si on prend cette logique-là, normalement, l'euro devrait permettre de... Qu'est-ce qui se passe, Christian, si Biden est sorti et l'histoire n'est pas terminée, visiblement, quand je vois que George Clooney sort pour... non mais sérieusement, on a regardé à chaque mot de Biden de savoir de qui il parle, etc. Bon, quand un George Clooney rentre dans la bataille, j'imagine c'est pas pour rien. Il est quand même plus connu, j'imagine, qu'au moins la moitié des parlementaires américains. Je parle de l'ensemble de la population américaine. Hein. Après, c'est un vrai problème parce que derrière, qui mettre derrière Biden, c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Et on sait que... les parieurs vous disent c'est Kamala Harris. Mais qui n'a pas non plus une notoriété exceptionnelle aux États-Unis et qui ne fera pas forcément beaucoup plus que M. Biden. Donc c'est compliqué aujourd'hui. Hein. La situation des démocrates est très compliquée parce que déjà les donateurs vont plus mettre $1 sur Biden. J'ai l'impression qu'ils sont au moment où ils n'ont plus le choix. Même s'il y a des arguments contre sortir Biden de la course aujourd'hui, il n'y aura pas l'argent pour aller faire la course jusqu'au bout. Il y a un problème. Les derniers lapsus qu'il a fait là, je crois que lui coûte clairement. Et je pense que la semaine prochaine, ça va bouger. Ça va bouger au niveau des démocrates et faut qu'ils agissent vite et faut convaincre Biden de ne pas se représenter. Après, ils mettront la vice-présidente qui est, à mon avis, c'est difficile de ne pas la nommer, c'est difficile de ne pas l'évincer parce que c'est elle qui est logiquement et institutionnellement la mieux placée. Donc, globalement, ça ne changera pas forcément à 100% le résultat des élections parce que je ne crois pas qu'il y ait véritablement un effet véritablement fort de sa nomination sur l'électorat et ça change énormément les sondages. Ça renforcera M. Trump, à mon avis, et la victoire de M. Trump. Ce qu'il va falloir surtout regarder, c'est la réaction des marchés obligataires quand même, parce que je trouve qu'il y a une petite musique quand même qui tourne pas mal aux États-Unis en ce moment, où on commence à réellement s'inquiéter sur le budget américain. Alors je vous dis pas qu'il y a un krach obligataire, hein, ça sera pas ça. Mais on commence à réellement aujourd'hui se dire que l'émission de 30 ans hier, ça s'est pas très bien passé, hein, sur du 30 ans. Hein. Sur du 30 ans, c'est lourd, quoi. Faut voir
savoir que aujourd'hui, on est quand même dans l'idée de se dire qu'on va avoir plus d'inflation, avec s'il mène plus ou moins, même s'il fait toujours attention avec M. Trump, on sait qu'il appliquera peut-être pas tout, mais globalement, c'est une politique de déficit public supplémentaire avec plus d'inflation, ce qui est quand même le pire des scénarios pour le marché obligataire. Et de plus en plus, il y a quand même pas mal de mes confrères américains qui recommandent aux investisseurs de jouer la pontification de la courbe des taux. Oui, bear steepening. C'est pas de jouer un crack obligataire, c'est pas du tout de dire qu'on va avoir une défiance, mais ça veut dire qu'il va y avoir une prime de risque supplémentaire qui va réellement se mettre en place sur le marché obligataire et sur la courbe des taux si la victoire de M. Trump commence à être véritablement très probable. Donc cette prime de risque, elle va quand même... Donc pour revenir à l'histoire des quelques baisses qu'on peut espérer de la Réserve fédérale américaine, pour des taux longs américains, qui pourrait soit... Il n'y a pas une translation parfaite du mouvement sur des taux longs américains. Quand je dis prime de risque, ça veut dire que les taux réels vont monter. D'accord. Je ne dirais pas les taux forcément nominaux, puisqu'on a quand même une baisse de l'inflation, et on a quand même... Mais globalement, ça veut dire qu'une grosse partie de la baisse de septembre de la Fed pourrait être complètement mangée par une pontification de la courbe des taux, ce qui n'est pas forcément choquant en soi, mais qui n'est pas du tout intégré par les marchés actions aujourd'hui. Il faut quand même le souligner. Ce n'est pas un scénario, et ça pourrait être un vrai scénario baissier pour les marchés actions, à mon avis. Nourane, comment on se gère ou comment on se couvre contre ce risque politique? Parce que c'est vrai que souvent, le playbook habituel, c'est de se dire, bon, je vais essayer de ne pas accorder trop d'importance au bruit politique, parce que généralement, ça mène à rien, et que les tendances de fond, les cycles sont plus importants, effectivement, que le bruit politique, souvent passager. Là, on est quand même dans un monde un peu différent. Le politique a repris une certaine primauté sur l'économique, etc. Et on a des situations chaudes ici et là. Alors certaines s'apaisent au Royaume-Uni, mais bon, la France, les États-Unis, c'est aussi des gros morceaux. Comment on en tient compte dans la gestion de portefeuille d'investissement? C'est vrai que c'est la question essentielle et la question centrale, c'est de savoir effectivement, est-ce que face à un risque politique accru en Europe, avéré entre guillemets aux États-Unis ou en tout cas à venir, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on réduit le niveau de risque d'exposition aux actions? C'est une première manière de faire, oui. Alors non, on ne l'a pas fait parce qu'en fait, sur l'analyse du risque politique, déjà vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de volatilité à court terme et finalement, les fondamentaux prennent très rapidement le dessus et comme on le disait tout à l'heure, voilà, il y a une logique de flux et il y a parfois des ruptures. Il y a aussi parfois des ruptures. Alors oui, mais il n'y a pas. Alors ça crée aussi parfois des ruptures. Alors on n'a pas de rupture. Brexit, c'était une rupture. Brexit, c'était une rupture. Mais aujourd'hui, on n'a pas de rupture. Quand on regarde en fait aux États-Unis, alors effectivement, on va dire entre Trump et Biden, globalement, ils ont tous les deux des politiques pro-business, le même objectif de gagner la guerre commerciale avec la Chine en réindustrialisant le pays. Alors ils le font avec des mesures qui sont effectivement différentes, des mesures industrielles, des mesures fiscales différentes. On voit effectivement, alors même si on a une probabilité de réélection de Biden qui est faible, le vrai risque, c'est effectivement de voir les taux remonter avec sous Biden de 21 à 28%. Mais c'est ce qu'il avait promis aussi sur ce mandat-là et ça ne s'est pas passé. Il voulait financer un fort plan d'infrastructure avec la hausse d'impôts. Finalement, il a fait son plan d'infrastructure et il l'a financé plutôt avec le secteur de la santé en limitant les coûts des médicaments. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, entre les deux, il n'y a pas de réelle rupture. Déjà, on a vu l'alternance entre Trump et Biden. On va avoir peut-être une nouvelle alternance entre Biden et Trump. Donc, là-dessus, je dirais je ne suis pas sûre qu'on soit sur un risque sur les marchés actions majeurs. Après, il y a effectivement, alors et en Europe, juste rapidement, parce que globalement, en France, tout le monde a le nez rivé sur effectivement les prochaines, les prochaines, alors pas élections, la nomination du Premier ministre. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que les élections européennes se sont extrêmement bien passées et qu'elles sont dans la continuité, une stabilité en fait du Parlement européen avec les partis mesurés au cœur du... Donc il n'y a pas de remise en cause du cas d'investissement européen aujourd'hui? Alors il y a, en revanche, au niveau domestique, il y a bien évidemment une prime de risque supplémentaire sur la France. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que effectivement, et là, on va avoir un peu de volatilité en septembre et surtout en novembre, quand on va avoir un retour de copie de la Commission européenne sur le plan à moyen terme que va proposer la France pour réduire le déficit. Donc ça, c'est vrai qu'on va avoir de la volatilité. Mais est-ce que c'est de nature à déstabiliser la zone euro et l'euro ?
Il ne nous semble pas. Et l'autre élément qui est important, qui est peut-être un risque, en fait, le risque politique en tant que tel n'est pas vraiment un risque politique. Et là, je reviens sur les États-Unis. Le risque d'élection de Trump, en fait, le risque sous-jacent, c'est bien évidemment la trajectoire du déficit et la trajectoire de l'endettement. Si on peut amener peut-être une petite touche positive, c'est que quand on regarde dans l'histoire américaine, à chaque crise financière, crise du Covid, on a effectivement des taux d'endettement qui ont fortement augmenté. Le déficit public s'est fortement creusé. En 2009, au plus fort de la crise, on avait un déficit à 10%. On est remonté, on a mis 6 ans. En 2015, en fait, le gouvernement a réussi... Ils ont déjà prouvé leur capacité à corriger. À chaque fois, en fait, on est revenu sur des niveaux normés à 2,5%, grâce à une croissance. Alors, de 2009 à 2015, on avait une croissance moyenne globalement autour de 2%, et on avait un plafonnement des dépenses. Mais globalement, souvent, à chaque crise, on a un creusement du déficit qui met globalement entre 3, 5 ans, 6 ans à se résoudre progressivement. Mais l'objectif de maîtriser les dépenses publiques a toujours été un objectif. Alors, on peut dire que c'est en rupture avec Trump, on le verra, mais ça a toujours été en fait l'objectif des différents gouvernements américains. Sur la France, comment vous regardez la situation, Nicolas ? Alors, c'est ce que je disais hier, on peut toujours faire le pari de l'intelligence collective et que la future Assemblée... Je suis pas sûr. Non, mais on peut. Oui. Il y a aussi une manière de se protéger, de regarder les garde-fous disciplinaires qui peuvent encadrer ou maintenir la France sur un chemin compatible avec celui de nos partenaires européens, parce que c'est quand même ça le sujet à la fin de la journée. Les garde-fous, ça va de Bruxelles, de la procédure de déficit excessif, aux agences de notation, en passant par simplement le marché et la prochaine émission d'OAT le 18 juillet prochain, par exemple. Ce cadre-là, il paraît solide, suffisamment solide et rassurant pour que, j'allais dire, quelle que soit la prochaine gouvernance, avec l'arithmétique qui nous permet quand même d'évacuer peut-être certains scénarios et de garder d'autres sur la table. Est-ce que ça permet quand même de se rassurer dans l'idée que une France immobile, ou ingouvernable, c'est pas forcément une instabilité systémique pour la zone euro? Ou est-ce que c'est un risque qu'il faut prendre en compte? Et si oui, est-ce que 65 BP de spread, est-ce que c'est une prise en compte de ce risque-là? C'est compliqué de répondre parce que quand vous regardez un peu sur le long terme, vous voyez que la situation, enfin toutes les règles qui ont été appliquées, on va dire, n'ont pas eu des résultats non plus absolument merveilleux, on va dire, voilà. De se retrouver aujourd'hui à la tête d'un gouvernement avec des taux européens qui sont à 3,75, avec la nécessité a priori de faire des économies de 15 milliards d'euros pour l'année prochaine, je pense que ça tente pas grand monde effectivement au niveau politique pour y aller, et que c'est quasiment, c'est suicidaire. Donc effectivement, politiquement, c'est compliqué. Je pense que personne n'a vraiment très très envie d'y aller. D'assumer ça. Mais je pense que la question à se poser aussi, c'est de savoir est-ce que c'est normal aussi d'avoir, dans le contexte actuel de l'économie européenne, d'avoir des taux à 3,75 et d'avoir le besoin de faire baisser les dépenses à ce niveau-là. Est-ce que c'est vraiment légitime ? Ils seront à 3,50 en septembre et ils seront à 3,25 en décembre, les taux, Nicolas. Oui, le problème... Si je regarde, par exemple, si je fais une comparaison entre les J'ai l'impression que c'est quand même un peu aussi indépendant du seul sujet. Je dis pas que ça aiderait pas, hein, mais j'ai l'impression... Ça aiderait pas mal, ouais. Ouais, mais ça enlèverait pas quand même le besoin de faire, j'imagine, un peu de consolidation... de l'exécution budgétaire, en tout cas en France. Moi, je suis toujours un peu frappé de ça. Oui, vraiment. Quand vous regardez encore une fois les règles européennes, c'est de 92, c'est 3% de déficit, c'est 60% d'endettement. La réflexion qu'il y avait au départ, c'est qu'il vous fallait 5% de croissance nominale. C'était la moyenne qu'on avait à l'époque. 3%, c'est 60% de 5. Et donc, si vous avez 5% de croissance nominale, 3% de déficit, vous avez une dette qui stabilise à 60%. C'est parfait. Sauf que si je regarde, par exemple, la période 2007-2019, pour la France, on n'avait pas 5% de croissance nominale, on avait 1,8% de croissance nominale. Ça vous rend totalement impossible de pouvoir régler ça. Et ça, c'est un problème qui est plutôt directement lié à ce qui est fait au niveau budgétaire et surtout au niveau monétaire. Quand vous regardez les dépenses publiques françaises, si je compare notamment l'Allemagne et la France, si je prends encore une fois 2007-2019, France plus 26% de dépenses publiques en termes de dépenses publiques, Allemagne plus 46%. Donc vous voyez que vous avez un décalage qui est absolument énorme entre les deux, et vous voyez que c'est pas forcément que la France dépense comme une dingue par rapport à l'Allemagne, c'est pas le cas. C'est que les rentrées fiscales liées à la croissance sont beaucoup plus faibles en France qu'elles ne le sont en Allemagne.
Donc vous avez vraiment un problème. Et quand je regarde ça a été le sujet du déficit 2023. Oui, absolument. Et quand je regarde ce qui se passe en France, c'est que je vois que la France, si je compare chaque pays de la zone euro par rapport au PIB de la zone euro, où j'enlève le pays en question pour savoir lequel ressemble le plus à la zone euro. C'est la France. C'est la France de loin, en fait. Donc l'économie française est quasiment le proxy parfait de ce qui se passe en Europe et le résultat quasiment parfait de la macroéconomie européenne. Par rapport à ça, vous voyez que vous avez un problème au niveau de la Banque Centrale Européenne qui est vraiment trop restrictif dans le temps. Je considère que c'est le cas. Et encore une fois, avec des niveaux de croissance nominale qui sont aussi faibles, vous ne pouvez pas appliquer des niveaux de déficit aussi stricts par rapport à ça. J'entends. Sauf que ces règles-là, elles sont là aujourd'hui et qu'elles ne vont pas changer d'ici le 20 septembre ou le 20 novembre. C'est ce qui me semblait le plus intéressant, c'est que en fait, toute cette réflexion-là existe au sein même de la BCE. On voit que Mario Draghi devait, notamment dès la semaine prochaine, présenter son rapport, et je pense pour évoquer directement ces questions. Avec ce qui se passe en France, et je pense qu'il y avait une espèce de conciliation qui pouvait exister entre Macron et Draghi, justement pour pouvoir arriver à pousser, on va dire, une stratégie un peu différente au niveau européen. Le discours de Draghi a été repoussé, ça sera en septembre finalement. Évidemment, avec tout ce qui se passe, notamment en France, on perd le soutien principal à ça. Et on voit en même temps l'Allemagne je ne dis pas qui se réjouit, mais qui voit avec sans doute beaucoup de plaisir ce qui va se passer en France. Parce que ces projets, justement, de modifier la stratégie économique européenne sont en train de tomber à l'eau. Sur le court terme, on espère qu'au mois de septembre, ça soit un petit peu plus souple, flexible. On pourra être un peu plus... sur l'exécution budgétaire, j'entends bien ce que vous dites. J'ai bien compris que c'était un problème de recettes, effectivement, sur l'année 2023. Sur les 5 premiers mois de l'année, on a l'exécution budgétaire en France, alors que Bruno Le Maire nous disait il y a quelques temps que les recettes fiscales étaient un peu meilleures. On voit malgré tout un déficit qui va encore plus vite que celui qu'on a observé sur les 5 premiers mois de 2024. Donc là, il y a un problème de dépenses très clair. C'est que normalement, vous avez un rapport de quasiment 1 sur 1 entre la croissance et les recettes fiscales. Ça n'a pas été le cas depuis 2 ans parce qu'on a eu effectivement des baisses d'impôts qui ont été assez importantes. Et donc on a effectivement perdu pas mal de recettes par rapport à ça. Donc oui, ça c'est clair. Faut qu'on parle des résultats. Non, mais Christian, enfin, si vous voulez aller sur la France, mais non, mais on parle des résultats. Ouais, je sais pas sur les premiers. Il y avait Delta, PepsiCo. Il y a eu quelques petits warnings quand même d'Asso Systèmes chez nous, Veralia, etc. Nike aussi. Il y a 10-15 jours. Bon, il y a les 3 grandes banques américaines comme d'habitude, mais est-ce qu'on est encore dans l'idée que les résultats vont être un soutien pour le marché, ou est-ce que avec un peu de ralentissement, avec un peu de baisse de l'inflation, etc., il faut attendre à un moment que les marges se pincent un peu pour c'est un peu ce qu'on va voir. Parce que là, on s'attend quand même à une saison des résultats qui s'annonce quand même assez médiocre. Alors, on peut dire ils vont battre le consensus X fois, ok. Mais quand on regarde, moi j'ai trouvé très inquiétant les 2 résultats de Delta et de Pepsi, parce que quand on regarde dans le détail, en gros, c'est vraiment cette classe moyenne américaine qui n'accepte plus les hausses de prix, qui commence à caler. Delta, c'est parce que c'est pas le haut de gamme, c'est pas les sièges les plus chers qui ont posé problème, c'est vraiment le milieu bas de gamme. Donc ils ont dû casser les prix sur les billets d'avion. D'ailleurs, on l'a vu, un des éléments qui explique les bons chiffres d'inflation, c'est quand même les moins 5% sur les prix des billets d'avion. Donc derrière, ça se retrouve dans les résultats des entreprises, qu'on le veuille ou non. Si vous baissez les prix, c'est que derrière, il y a un vrai problème. Ils ont commencé à dire qu'ils allaient commencer à réduire les capacités des avions. On va avoir moins de sièges. Donc on voit que c'est pas si brillant que ça. Et ça montre qu'il n'y aura pas tant de tourisme américain qui vont venir à Paris durant cet été. Même Delta nous dit que les Américains ne veulent pas passer par Paris pour ceux qui vont aller en Europe. Bon, ça ne redonne pas forcément le moral pour ça, mais bon, je finis la petite parenthèse. Pepsi, eux, c'était un problème très clairement lié à des facteurs de demande et de premier prix. Et ils ont trop monté les prix et maintenant, ils le payent en termes de volume de vente. Et les effets volume l'emportent largement sur les effets hausse de prix. Donc, ça veut dire que, alors, je veux bien, le marché a joué les cycliques, on s'est dit, baisse des taux, ça va redémarrer, tout ça, mais là, c'est plutôt des signaux qui m'incitent pas à aller sur ces valeurs-là. Alors, après, ce qu'on constate aussi, c'est que toutes les valeurs industrielles souffrent énormément. En Europe, on voit très clairement qu'on est très très loin d'une reprise industrielle. On a eu quelques indicateurs d'activité qui étaient plus positifs, mais c'était surtout les parties perspectives qui s'amélioraient, pas les situations présentes. Et là, on va voir véritablement que la situation présente est très très négative, avec
avec des carnets de commandes qui sont souvent sous pression, des marges qui sont sous pression. Et donc, je pense qu'on va avoir pas mal de profit warning sur cette année, puisque là, on aura un premier semestre qui sera peut-être en dessous des attentes. Donc, la partie industrie, à mon avis, va être pas excellente. Un marché automobile qui souffre, des industriels qui ont des problèmes de marge, et des carnets de commandes surtout qui commencent à véritablement refluer. Donc, moi, je m'attends pas forcément à une saison d'earnings pour tout ce qui est cyclique très positif. Alors, face à ça, est-ce qu'il faut encore aller acheter très cher la croissance des technologiques? J'ai un peu peur que ça soit un peu le seule chose, parce que c'est la seule chose qui nous fera arriver dans ces earnings, à mon avis, qu'on va avoir au cours des prochaines semaines. Ouais. Nourane, est-ce qu'il y a déjà des premières remarques sur les quelques publications qu'on a vues, effectivement, qui peuvent être aussi des indicateurs un peu de tendance de ce qu'on va avoir? Et puis, comment ça se traduit pour vous en matière d'investissement aujourd'hui? Comment vous avez envie d'être positionné là, pour la deuxième partie de cette année 2024? Alors après ce tableau très noir dressé par Christian sur la publication de résultats, je vais apporter un petit peu de douceur. Contrebalancer. Je vais un peu contrebalancer. C'est vrai que Delta, Pepsi, oui, c'était pas glorieux, quoi. Non, c'était pas glorieux. En fait, ce qu'on peut noter de manière déjà un peu globale, en synthèse, c'est qu'on commence à avoir des écarts très forts dans la dynamique de publication de résultats, que ce soit entre pays, que ce soit entre secteurs ou que ce soit entre capis. Donc entre pays, on continue à avoir quand même des croissances de résultats aux États-Unis au global sur l'année et aussi sur le trimestre sur le T2, plutôt dynamique. On est à plus 12 attendu en croissance des BNA sur l'année et plus 9, je crois, sur le trimestre. En Europe, c'est un peu plus faiblard, mais la dynamique de croissance attendue sur le trimestre, elle est enfin positive. On est à plus 3 en Europe. Donc ça, c'est plutôt globalement une bonne nouvelle. Et on n'est que seulement à plus 4. Enfin, c'est une bonne nouvelle si ça se confirme. Oui, si ça se confirme. Alors après, effectivement, il y a des zones de risque, et ça, je rejoins Christian. Les zones de risque, elles sont assez bien identifiées. Elles ont été d'ailleurs assez bien déjà identifiées au premier trimestre. On va avoir essentiellement, j'allais dire, presque 2 secteurs qui tirent un petit peu à la baisse ces dynamiques de résultats. C'est la consommation discrétionnaire ou même la consommation globale et le secteur de la santé. Quand on regarde un petit peu plus en détail sur la consommation discrétionnaire et notamment sur le luxe, on voit un arrêt très net. On avait une croissance globale l'année dernière à 12%. Aujourd'hui, tirée essentiellement d'ailleurs par les volumes et par les prix. Aujourd'hui, en fait, on a un ralentissement des volumes et on a aussi un ralentissement des prix parce qu'il y a certaines maisons, notamment aux États-Unis, qui, face à cet arrêt de consommation, cette normalisation de consommation aux États-Unis, commencent en fait à réviser des prix à la baisse. Donc pour les valeurs du luxe, c'est assez rare, mais en fait, on le voit. En Chine, en fait, ça repart pas. On a une déflation salariale, on a une crise immobilière qui effectivement bloque le consommateur chinois. Et puis en Europe, ça se stabilise plutôt, mais on n'échappe pas à cette normalisation de la consommation. Et on voit bien, effectivement, on a eu L'Oréal, on a eu une prudence sur L'Oréal qui a abaissé ses chiffres essentiellement sur les États-Unis et sur l'Asie. On a Nike, par exemple, qui a révisé à la baisse sur l'ensemble des zones géographiques, l'ensemble de ses résultats. Donc, on voit bien, effectivement, que dans le secteur du luxe, donc nous, par exemple, on a fortement réduit notre exposition au secteur du luxe de manière assez substantielle. Assez marqué, Assez marqué. Alors, il n'y a pas... Et d'ailleurs, quand on dit on a des problématiques sur la medtech, ça suit aussi cet arrêt de la consommation, cette normalisation de la consommation. Toutes les dépenses de style implants dentaires, implants oculaires, etc., qui aux États-Unis sont financés par endettement, on voit bien un arrêt des dépenses. Et donc, ça a amené effectivement une prudence chez Straumann ou un profit warning, par exemple, chez Carl Zeiss. Après, il y a des zones... c'est là où je trouve que sur les valeurs industrielles, attention, parce qu'on a des très fortes opportunités quand même. Les opportunités, on les a sur toutes les valeurs industrielles qui sont quand même exposées à cette tendance sur la transition. Oui, mais elle est réelle. Et là, on a des carnets de commandes qui sont au plus haut, on a des marges au plus haut, et on voit bien effectivement que là, on a une dynamique qui est très forte, mais effectivement, il faut faire du stock picking spécifique sur le secteur industriel. Ce sera l'enjeu des prochaines semaines pour ceux qui vont suivre la période de publication de résultats de cette mi-année 2024. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nourane Charer, Mansartis, Nicolas Gottsman, la financière de la Cité, Christian Parizeau, Altair Economics.
Le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous faisons le point sur l'actualité de l'industrie ETF avec les éléments d'analyse apportés par les équipes de Yomoni et son directeur des investissements, Olivier Malteste, qui est à mes côtés. Bonsoir Olivier. Bonsoir Edouard. Merci beaucoup. Merci de nous faire profiter de cet observatoire des ETF que vous avez lancé il y a plusieurs années maintenant chez Yomoni. Pour dire un mot déjà de ce qui s'est passé en termes de flux sur le mois de juin 2024. C'est un bon mois. Ouais. Le mois de juin est un bon mois puisqu'on a 19 milliards globalement de souscriptions sur les ETF en Europe. Donc c'est quand même un très très bon mois puisque par rapport à juin 2023, on est à plus 26%. Donc c'est un mois de collecte qui fait suite à un mois qui était un peu exceptionnel le mois dernier avec plus 27 milliards de souscriptions, c'était beaucoup. Et si on regarde, parce qu'on est en fin de semestre, si on regarde un peu sur le semestre, on est à 100 milliards depuis le début d'année de collecte sur le premier semestre. Sur le premier semestre 2023, on était qu'à 72 milliards et demi. Donc on voit que ça progresse bien et on avait fait 160 milliards sur toute l'année 2023. Ah ouais. Et là, on est déjà à 100 milliards. Donc pour l'instant, c'est un bon cru. Ça s'annonce comme une bonne année. Exactement. Bon, où sont allés les intérêts en matière de classes d'actifs quand on regarde la dynamique des flux, toujours Olivier? Alors les trois classes d'actifs ont collecté positivement, donc ça c'est bien, toutes les classes d'actifs collectent. Alors essentiellement actions, comme vous pouvez le voir, on est à un peu plus de 15 milliards, presque 16 milliards sur les actions, 2 milliards sur les obligations, 2 milliards 2, donc c'est un peu plus réduit sur les obligations, et deuxième mois consécutif positif sur les matières premières, puisqu'on a eu quand même beaucoup de mois de décollecte sur les matières premières, avec un peu moins de 800 millions de collectes nettes sur les matières premières, globalement. Qu'est-ce qui a intéressé particulièrement dans l'univers action quand on décompose un petit peu justement cette classe d'actifs, Olivier? Alors sur les actions, ce qui a intéressé, c'est à peu près toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours les grosses capitalisations, hedgées et non hedgées, donc certains clients prennent la part, l'exposition change, mais les grosses capitalisations, on a un retour des grosses capitalisations européennes qu'on avait un petit peu vu disparaître les précédents mois, mais vraiment toujours les grosses capitalisations, et en sectoriel évidemment toujours la tech très très forte, ça c'est sûr. Et donc c'est assez fidèle par rapport à ce qu'on peut observer depuis le début du semestre. Oui, c'est ça, c'est cohérent sur l'ensemble du semestre est cohérent de ce point de vue-là, quoi. Au niveau action, ce qui manque pour être totalement cohérent, ce serait des collectes sur l'émergent, puisque l'émergent a bien collecté depuis le début de l'année et pas sur le mois de juin. Et aussi les grosses capitalisations européennes, là, qui sont revenues ce mois-ci et qui sont plutôt en décollecte depuis le début de l'année. Mais globalement, voilà, c'est relativement quand même cohérent. Il n'y a pas de grosses surprises au niveau des flux actions. Ouais. Bon, intéressant, effectivement. Hein. Bon, grosse capi, effectivement. Alors, la séance d'hier montre qu'il y a eu un peu de revanche des petites capitalisations boursières. On verra comment ça se traduit dans les flux des prochaines semaines. Mais c'est vrai que le mois de juin, de ce point de vue-là, était encore un bon mois pour les large cap par rapport au small cap. Aucun doute là-dessus. Sur la partie obligataire, Olivier, qu'est-ce qu'on peut dire des intérêts des clients? Sur la partie obligataire, pareil, c'est surtout les obligations mondiales qu'on continue à collecter, qu'ils soient couvertes ou non couvertes, les deux. Les obligations à échéance, toujours. Ça, c'est vraiment, ça a été lancé, ça va bientôt faire un an. Et c'est vrai que tous les mois, ça continue de collecter très très fort sur les ETF. On verra qu'il y a de plus en plus d'acteurs aussi qui se mettent les baisses de taux arrivent, donc il faut verrouiller le rendement maintenant. C'est ça. C'est un beau succès. Donc tous les mois, ça collecte bien. Et puis aussi l'investissement, donc investment grade au niveau d'européen. Donc les entreprises européennes aussi ont drainé des flux positifs. Ce qui a moins collecté, c'est le souverain euro. Donc il y a certainement un effet aussi, un peu hésitation par rapport aux élections françaises qu'on ferait. Oui, la dissolution était annoncée le 9 juin, donc au début du mois de juin. Tout le mois de juin a été porté par ça. Et donc ça, c'est vraiment ce qui a un peu moins, ce qui a moins collecté. Et toujours le souverain, l'émergent libellé en devise locale. Donc il y a toujours quand même plus de rachat sur cette rachat sur la dette émergente en devise locale, d'accord. Tout à fait. Okay. Sur la dimension ESG, ça fait un moment que vous nous dites que la dynamique est assez médiocre par rapport à ce qu'on a pu observer sur les années précédentes notamment. Ça a l'air de se redresser un peu quand même en juin, Olivier? Alors ça se redresse un peu en juin, donc c'est pas encore non plus, mais ça se redresse, puisqu'on a 22% de la collecte sur les ETF actions qui s'est portée sur le ESG. Donc c'est cohérent avec globalement l'encours global qui est sur le ESG, entre le ESG non ESG, 22%, c'est cohérent. Donc c'est pas non plus une hausse, un accroissement des encours, mais en tout cas on est revenu sur quelque chose qui était relativement cohérent. 17% seulement sur l'obligataire, donc c'est relativement faible toujours. Mais c'est surtout lorsqu'on regarde sur le semestre, les ETF actions, donc la part qui prennent en compte les critères extra-financiers, donc vraiment l'ESG, ça ne représente que 5% de la collecte des ETF actions. Donc c'est vraiment très très faible. 5%, c'est très très faible. On voit bien que c'est une année
pour l'instant très difficile sur l'ESG. Sur le côté obligataire, on est à 23%, ce qui correspond en gros aux encours. Donc il n'y a pas de gain de part de marché, mais en tout cas, il n'y a pas de perte non plus sur le côté obligataire. Par contre, sur le côté action, on a même eu un mois de décollecte, c'était le mois d'avril. Mais globalement, c'est une année encore très compliquée sur l'ESG. Il n'y a pas eu de vrai retour de cette dimension-là, effectivement, à travers les investissements réalisés en ETF. Un mot rapide peut-être du palmarès des émetteurs et d'ETF, pour dire également aussi un mot des produits qui ont été lancés là sur le mois de juin. Alors sur les émetteurs et sur les rangs, sur les flux, il n'y a pas de grande surprise. Sur les 4 premiers, c'est BlackRock, DWS, Amundi et Vanguard, et en cohérence avec leurs encours. Donc on est vraiment, c'est cohérent sur juin par rapport au début de l'année. Si on regarde un petit peu, peut-être, nous, du coup, j'ai essayé de regarder un peu sur le semestre en pourcentage de croissance, puisqu'en fait ça bouge peu, mais pour essayer de voir. Alors évidemment, moins on a d'encours, plus c'est facile d'avoir des taux de croissance importants. Mais les deux qui collectent le plus en termes de taux de croissance, c'est WisdomTree d'un côté et Invesco sur le semestre. BlackRock arrive 5e avec 8% de taux de croissance, mais c'est quand même, quand on voit la taille, c'est compliqué d'avoir une croissance importante. Donc voilà, on a Vanguard aussi qui fait un bon premier semestre globalement en termes de collecte, mais pas de gros changements en termes à la fois de part de marché évidemment et puis d'évolution sur les souscriptions. Beaucoup de lancements de nouveaux ETF au mois de juin. Oui, alors il y a beaucoup de lancements et puis il y a aussi toujours des restructurations de gamme, mais on a 27 nouveaux ETF globalement. 19 actions et 6 obligataires. Donc c'est toujours 13 actions. 11 ESG. Le mois dernier, il n'y avait pratiquement pas de lancement ESG, alors que souvent, c'est quand même une dynamique toujours très forte de la part des providers. J'ai retenu, moi, deux gammes un peu intéressantes sur le mois de juin. D'une part, Invesco qui continue de lancer des ETF à échéance. Donc ils sont arrivés sur le marché le mois dernier avec 5 ETF à échéance, avec donc de 2026 à 2030 en termes de maturité, qui étaient sur le dollar. Là, ils font la même chose, mais sur l'euro, donc en cohérence. Donc ça nous fait 3 acteurs qui ont des obligations d'échéance, puisqu'il y avait BlackRock. Amundi aussi s'est lancé il y a quelques mois, et là maintenant Invesco. Et la deuxième gamme que j'ai trouvée intéressante, là c'est sur le côté action, c'est iShares qui a lancé une gamme d'ETF sur la transition climatique. Donc c'est vraiment du géographique. Donc ils ont du monde, de l'Europe, de la zone euro, des US et du Japon. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ils cherchent vraiment à investir sur les entreprises qui sont vraiment en pointe sur la transition énergétique. Donc c'est vraiment sur ce thème-là. Et surtout, ils essayent de ne pas avoir de biais sectoriel. On sait que souvent, les sur- ou sous-performances des problématiques ESG sont liées à des gros biais sectoriels. On se souvient, en 2022, il n'y avait pas du tout d'énergie, parce qu'effectivement, l'énergie fossile, c'est compliqué. Ça a été une année difficile. Et donc là, ils essayent vraiment... La défense aussi. La défense. Et donc là, ils essayent vraiment de limiter les biais sectoriels, de ne pas avoir de biais sectoriels. Donc intéressant, ils viennent de lancer ça pour essayer d'avoir des thématiques ESG, donc là, au niveau mondial, enfin géographique en tout cas. Bon, l'offre de Yomoni aussi, on peut en dire un mot. D'ailleurs, au passage, Olivier, qui se développe toujours un peu plus. Alors là, c'est l'ouverture d'une gestion privée, c'est ça, à partir de 50 000 euros, Olivier. Qu'est-ce que cette gestion privée apporte aux clients de Yomoni par rapport à celui qui n'est pas client de la gestion privée de Yomoni, par exemple? Alors, en fait, on a cherché, on avait deux points qu'on voulait résoudre. Le premier, c'était qu'on voyait que globalement dans l'industrie, lorsqu'on a un patrimoine financier qu'on place entre 50 000 et 100 000 euros, on est souvent très très mal servi parce qu'on est vraiment en haut de la banque de réseau et puis on n'est pas encore suffisamment gros pour avoir de la gestion privée. Et donc on s'est dit, il faut essayer de démocratiser cette gestion privée, aller un petit peu plus bas. Donc ça, c'était la première chose. Et on a aussi des clients quand même qui ont un patrimoine relativement important et qui nous confient un patrimoine important à gérer et qui viennent nous demander si on ne peut pas faire des frais plus bas, si on ne peut pas faire quelque chose pour eux. Et comme on est digital et qu'on est déjà très très bas, c'est compliqué. On s'est dit, on va essayer d'offrir plus de services. Et donc on a ouvert la gestion privée pour ces clients-là. Donc on a exactement le même prix mais plus de services, donc des conseillers dédiés, une partie dans l'application qui leur est vraiment dédiée. Et surtout, on ouvre la gestion libre chez Yomoni. Donc Yomoni, on est société de gestion. Convaincu qu'il faut déléguer sa gestion pour vraiment pour gérer au mieux, qu'il faut s'appuyer uniquement sur les ETF. Et donc on reste, c'est pour ça qu'on l'ouvre qu'à partir de 50 000 euros au niveau de la gestion. On pense que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il faut la colonne vertébrale de l'investissement, c'est en déléguant votre gestion, d'une part pour éviter les biais psychologiques, et deuxièmement sur les ETF. Par contre, on est d'accord et on a compris le message, où vraiment beaucoup de clients nous le demandaient en disant à partir de 50 000 euros, vous pouvez commencer à diversifier, à vouloir faire autre chose. Donc on ouvre la gestion libre avec plus de 1000 UC disponibles directement, avec un fonds en euros boosté évidemment, et même un fonds structuré. On ouvre un produit structuré sur lequel on va apporter la patte Yomoni, c'est-à-dire une transparence sur les frais,
des frais plus bas, donc exactement comme sur le Brandé Yomoni. Brandé Yomoni, voilà, émis par BNP Paribas, mais Brandé Yomoni, sur je lequel comprends. on affiche clairement les frais qu'on touche dessus, hein, on maîtrise les frais pour qu'ils soient au plus bas possible, et on a une approche vraiment, on yomonise le produit structuré entre guillemets, mais on essaye vraiment d'apporter toujours ce qui a fait notre succès, des frais C'est bas. plus uniquement des ETF là aujourd'hui. Exactement, donc ça restera la colonne vertébrale et l'essentiel. Par contre, vous pouvez diversifier maintenant un peu plus chez Yomoni. Il nous reste 30 secondes pour dire un mot de votre positionnement en termes de gestion, effectivement, là pour le compte de vos clients, Olivier. Alors, on est sur un profil plutôt équilibré. On est resté équilibré, donc 50-50 actions-obligations. On a toujours nos 2 paris sectoriels qui sont la techno et la santé, sur lesquels on croit beaucoup et on continue, nous, à penser que ce sont 2 biais. Alors, surtout la techno, que c'est encore pas trop cher, donc on peut continuer. Et ce qu'on a fait par rapport au mois dernier, la dernière fois qu'on s'était vu, c'était juste post-dissolution. On avait un biais exposition action européenne qu'on a coupé par prudence. Et voilà. Donc, en attendant d'y voir plus clair. Exactement. Je crois que c'est le cas de effectivement beaucoup de gens. Bon, merci beaucoup Olivier. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette saison. On vous retrouvera la saison prochaine, évidemment, pour continuer de parler avec vous de l'actualité de l'industrie ETF. Olivier Maltès, directeur des investissements d'Yomoni, qui était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.